Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Guillaume Sérieux. Alors pourquoi Guillaume? Parce que je m'appelle Guillaume. Et pourquoi Sérieux? Parce que je suis sérieux. Aujourd'hui nous allons parler d'actualité car nous allons parler du grand débat. Et je vais apporter ici une analyse que je n'ai vue dans aucun média et pourtant vous verrez que le problème que je soulève pose problème. J'imagine que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo seront à peu près au courant de la situation en France, notamment sur le point des gilets jaunes. Je vais quand même faire un rapide résumé. On sait jamais, si jamais tu as une connexion Wi-Fi dans ta grotte au Pérou, pourquoi pas. Fin octobre, un mouvement contestataire va voir le jour, le mouvement des gilets jaunes. Pourquoi nous l'appelons le mouvement des gilets jaunes? Car tout simplement, il est reconnaissable de par le port du gilet jaune de sécurité. À la base, contre la hausse de la taxe carburant, il va peu à peu s'élargir et combattre tout un tas de réformes et en demander tout autant. Ici, savoir qui lutte pourquoi, c'est pas forcément intéressant. Vous le savez, moi j'aime pas faire de la politique que j'appelle prescriptive, c'est-à-dire dire que telle chose est meilleure qu'une autre chose. Moi je fais ce qu'on appelle de l'analyse. Nous allons donc rester loin de toute idéologie, nous allons même pas comparer les mesures, savoir si elles sont applicables ou pas. C'est vraiment pas mon champ de compétence et j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et la dernière idée d'Emmanuel Macron c'était le grand débat. Et qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est tout simplement dans le nom, c'est un grand débat. Cette idée c'est un petit peu la même idée que les cahiers de doléances lors de la Révolution française, sauf que ça a été un petit peu modernisé. Vous allez sur le site du grand débat, vous répondez aux questions et normalement le gouvernement va le prendre en compte lors de la clôture du grand débat. Il me semble que c'est bientôt, c'est vers fin mars. Nous allons passer sur le fait que le questionnaire nous présente 2-3 solutions à des problèmes tellement complexes qui normalement appellent immédiatement une centaine d'autres solutions. Nous allons également passer sur l'idéologie ordolibérale qui filtre toutes les questions. Bon allez, pour démontrer ce que je dis, nous allons prendre un exemple et je vais vous montrer à quel point c'est assez orienté comme questionnaire. La question que j'ai prise, je l'ai prise au hasard, je suis allé dans la section fiscalité et la voici. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité? A. Les dépenses de l'État. B. Les dépenses sociales. C. Les dépenses des collectivités territoriales. D. Je ne sais pas. L'orientation de la question, c'est ce qui fait ce sophisme du faux dilemme, c'est on part de l'axe qu'il faut baisser la dette. Il faut que l'État dépense moins. Si jamais on enlève à cette question toute son idéologie et ce sophisme du faux dilemme, on tombe plutôt sur une question comme ça. Afin de réduire la ratio dette-PIB, quelle solution est envisageable? Je le fais sans démagogie. Et là, pour ceux qui ont étudié l'économie, il y a littéralement 1 million de réponses. On peut partir sur des solutions qui parleront par exemple de système monétaire, d'autres qui seront à base de relance de la consommation, d'autres également qui parleront de relance de l'entrepreneuriat, et d'autres solutions qui mêleront toutes ces choses-là pour faire un truc plus précis. Libéral ou protectionniste, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais le problème que je souhaite soulever dans cette vidéo, il ne se situe pas vraiment ici. Laissez-moi vous montrer ce schéma qui représente une expression fort connue de la langue française, être entre le marteau et l'enclume. Pour l'instant, les médias ont beaucoup parlé du marteau, qui est la représentation des gilets jaunes. La personne entre le marteau et l'enclume, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement. Mais qui est l'enclume, me diriez-vous? On veut savoir qui est l'enclume. Je n'ai pas vu un seul média parler de cet acteur ô combien influent du débat. Je veux bien sûr parler de la Commission européenne. Et oui, car si jamais tu es né de la dernière pluie, je vais t'apprendre quelque chose, c'est que la France se situe dans un espace de coopération appelé l'Union européenne. Cette Europe est régie selon des règles instaurées au fil des années par de multiples traités que la France a signés et s'est engagée à respecter. Et d'ailleurs, ce respect des traités, il est marqué noir sur blanc dans la Constitution, c'est l'article 5 qui stipule « Le président est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». Philosophiquement, on peut comprendre aisément pourquoi chaque président a l'obligation de respecter les traités, car sinon il n'y aurait aucune continuité de l'État, ce serait une sorte d'anarchie permanente. On a déjà vu ce que ça donnait par le passé, et c'est vraiment pas enviable. Non mais, à la fin... Maintenant que nous avons vu que le président est obligé de respecter les traités, voyons quelques traités que la France a signés et s'est engagée à respecter. Par exemple, l'article 121 du traité de fonctionnement de l'Union européenne stipule ceci. 1. Les États membres considèrent leur politique économique comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil conformément à l'article 120. 2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen. Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation. 3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base des rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union,
ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2 et procède régulièrement à des évaluations d'ensemble. Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire. 4. Alors qu'il est constaté dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3 que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ces recommandations. Pour résumer, nous apprenons ici que la Commission européenne élabore un projet chaque année pour chaque pays de l'Union européenne, qu'elle dispose de moyens de surveillance et que dans le cas où ces grandes orientations politiques et économiques ne sont pas appliquées, la Commission européenne a le pouvoir d'émettre un avertissement. Alors je vois déjà venir certaines personnes dans les commentaires. Oui mais Guillaume, on s'en fout d'avoir un avertissement, c'est un peu comme avoir une observation quand t'es au collège, non? Il est vrai qu'avec les seules informations que nous disposons, il est facile de conclure ce qui vient d'être dit ici. Pour l'instant, les recommandations ne sont que des recommandations et non des obligations. Continuons de lire certains papiers administratifs et voyons si effectivement ce sont que des recommandations et non des obligations. Dans le règlement numéro 1175/2011 émis par la Commission européenne, il est précisé ceci. Les États membres tiennent dûment compte des orientations qui leur sont transmises pour l'élaboration de leur politique économique, de l'emploi et budgétaire avant toute prise de décision majeure concernant leurs budgets nationaux pour les années à venir. La Commission suit l'évolution de la situation. Ensuite, dans le règlement 1176/2011, publié également par la Commission européenne, il est stipulé ceci. La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union devrait être développée dans le contexte des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l'emploi, telles que prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien des finances publiques et de conditions monétaires saines et soutenables et la stabilité de la balance des paiements. Et un dernier pour la route, le règlement 1174/2011, publié également par la Commission européenne. Regardons directement à l'article 3 qui s'appelle Sanctions. Alors je sais pas comment on peut faire plus clair. Un dépôt portant intérêt est imposé par décision du Conseil statuant sur recommandation de la Commission. Si le Conseil adopte une décision en faisant état du non-respect conformément à l'article 10 paragraphe 4 du règlement numéro 1176/2011 par laquelle le Conseil conclut que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures correctives recommandées par le Conseil, une amende annuelle est infligée par décision du Conseil statuant sur recommandation de la Commission lorsque, et là je vous laisserai aller lire directement le document puisqu'il explique en gros les modalités selon lesquelles on peut avoir une amende. Et en gros ce que l'on apprend par ces documents c'est que lorsqu'un pays décide d'aller à l'inverse des recommandations émises par la Commission européenne, il s'expose à une amende. Et dans les faits, du coup, ces recommandations, c'est ce qui est marqué sur le papier, mais ce sont donc des obligations. Et du coup, pour l'instant, ce que l'on apprend, c'est qu'il faut respecter ces grandes orientations politiques et économiques émises chaque année par la Commission, mais peut-être que ces grandes orientations politiques et économiques vont carrément dans le sens des gilets jaunes. Peut-être qu'ils veulent un SMIC à 3000 euros, qu'ils souhaitent avoir le RIC, qu'ils souhaitent avoir des tas de choses que les gilets jaunes demandent dans leurs manifestations. Bien ça tombe bien puisque ces grandes orientations politiques et économiques sont publiques, on peut les regarder. Donc je vous propose de vite fait lire les grandes orientations politiques et économiques 2018-2019. Le 11 juillet 2017, le Conseil a recommandé à la France de veiller à ce que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes ne dépasse pas 1,2% en 2018, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 0,6% du PIB. J'ai pas compris. Cette formule un peu technique stipule ni plus ni moins qu'il ne faut pas plus de dépenses publiques, donc pas plus de services d'État en général, que ce soit les fonctionnaires, les hôpitaux, les écoles. Si on continue le texte, on peut lire cette phrase « Utiliser les recettes exceptionnelles pour accélérer la réduction du ratio d'endettement public ». Ça signifie tout simplement qu'il faut privatiser des actifs publics. Enfin, soit ça veut dire ça, soit ça veut dire qu'il faut trouver d'autres sources de revenus par la taxation, mais je vois mal Emmanuel Macron, par les temps qui courent, venir annoncer aux Français qu'il va augmenter des taxes. C'est pour ça que je pense que ça ne se traduira que par la privatisation d'actifs. Nous allons arrêter là pour l'analyse des grandes orientations politiques et économiques 2018-2019. Mon but c'est pas de traduire tout l'article, qui plus est, il est disponible en ligne, déjà dans la description, je vais mettre un lien vers l'article, mais vous pouvez directement aller sur le site de l'Europe, là, l'ex machin, et vous allez les trouver. Passons plutôt à la conclusion. C'est ça que je souhaitais dire dans ma vidéo, c'est qu'Emmanuel Macron se présente, moi en soi,
je n'ai rien contre le fait, l'exercice du grand débat, mais le problème il est là. Reprenons depuis le début avec toutes les nouvelles informations. On nous propose un grand débat, sauf que le résultat de ce grand débat ne peut pas aller à l'inverse des grandes orientations politiques et économiques émises par la Commission européenne. Pas plus de dépenses publiques, pas plus de fonctionnaires, pas de hausse du salaire minimum, pas de réglementation qui favorise les entreprises françaises. En bref, 90% des demandes des gilets jaunes que je vois à la télévision ne sont tout simplement pas applicables et ne pourront tout simplement pas ressortir du grand débat car elles vont à l'inverse des grandes orientations politiques et économiques de l'Union européenne. Elles seraient donc contraires aux traités que la France s'est engagée à respecter. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Alors que Jean-Michel le gilet jaune qui propose tout un tas de réformes qui en soi ne sont pas applicables de par les traités, écoutez, je ne peux rien lui reprocher puisque pour retrouver ces documents et pouvoir les lire, je trouve qu'il faut quand même un certain temps à investir, premièrement, et deuxièmement, faut vraiment passer du temps à traduire, surtout si on n'a vraiment aucun concept économique en tête, passer un certain temps à apprendre le vocabulaire pour pouvoir ne serait-ce que les comprendre. Mais Emmanuel Macron, lorsqu'il propose l'idée du grand débat, il sait très bien toutes ces informations, il les connaît. Donc c'est un mensonge que de stipuler que du grand débat ressortira ce que veulent les Français. Non, c'est pas vrai. La politique post-grand débat ne peut être que la politique actuelle. Je le fais sans démagogie. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'était cette hypocrisie-là que je souhaitais dénoncer un petit peu. Encore une fois, je ne dis pas que ce que demandent les gilets jaunes c'est bien ou pas bien, je ne dis pas que la politique actuelle est bonne ou mauvaise, je fais juste une petite analyse des textes que la France est engagée à respecter et qu'elle ne respectera pas dans le cas où les demandes des gilets jaunes ressortent du grand débat. Et je trouve ça très hypocrite justement de se prêter à cet exercice lorsqu'on est le président de la République et qu'on a toutes ces informations. Après, il y a deux possibilités, effectivement. Peut-être qu'il n'a pas ces informations, auquel cas on peut douter un petit peu de sa compétence. Et le deuxième cas où il a ces informations, mais qu'il n'en a rien à faire et que c'est une technique marketing un petit peu pour sortir de la galère où il s'est mis. Voilà, donc sur ce, je vous laisse apprécier le grand débat maintenant avec toutes ces nouvelles informations. Pour ma part, je n'y participerai absolument pas, j'en ai rien à faire. Sur ce, tu peux t'abonner, liker et partager cette vidéo si elle t'a plu. Moi, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.